Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous ici en présentiel et à distanciel. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez aux travaux de l'OPEX. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une présentation des grandes lignes et des conclusions de cette audition publique en 15 minutes environ pour pour pas perdre votre attention, et puis après, ce qui nous permettra d'avoir, je crois qu'il y a pas mal de personnes, et ça qui nous permettra de pouvoir répondre tranquillement à toutes vos questions. Alors, je commencerai par vous resituer le pourquoi de cette audition publique. Eh bien, déjà, elle s'inscrit dans la continuité des travaux précédents de l'Office parlementaire sur le sujet des plastiques, et puis elle s'inscrit aussi en écho à cette production de plastique qui est galopante et qui procure un certain nombre d'inconvénients. Vous connaissez tous le sujet de cette croissance exponentielle avec une multiplication de la production par 2 ces 20 dernières années. Aujourd'hui, une production constitue aux alentours de 500 millions de tonnes, ce qui fait rapporter aux 8,2 milliards de terriens 60 kilos par terrien. Et puis les projections de l'OCDE nous disent 750 millions de tonnes en 2040 et le plus d'un milliard de tonnes en 2050. Donc là, on passe des 60 kilos, on passe à 90, voire à 120. Donc on se rend compte que c'est véritablement très important, et c'est surtout qu'en plus, cette production galopante, elle est suivie d'une production importante de la production de déchets, ce qui montre deux choses, ce qui montre qu'il y a peu de circularité finalement dans le sujet des plastiques, et aussi qu'il y a beaucoup une importance et un poids fort de l'usage unique, et d'ailleurs 32% des plastiques sont utilisés pour les emballages. Et puis cette croissance, elle a aussi un autre inconvénient au-delà des déchets, c'est la pollution, et notamment les microplastiques, qui sont présents partout maintenant, c'est démontré par la communauté scientifique, ils sont présents en mer, ils sont présents dans les fleuves, ils sont présents dans les rivières, ils sont présents dans les sols, dans l'air que nous respirons, et aussi dans les organismes, nous et la plupart des organismes vivants. Donc il y a une solution à ce sujet-là, elle est internationale, c'est le traité international qui arrive dans sa dernière séquence de négociation à Busan, qui va débuter dans environ 10 jours, donc du 25 novembre au 1er décembre, et où un certain nombre de sujets vont être portés au débat. Alors il y a des sujets qui font consensus, d'autres qui sont beaucoup plus conflictuels. Alors il y a un grand sujet qui est celui de la réduction de la production de polymères vierges, et là typiquement on est sur un sujet où il n'y a pas consensus, avec des pays qui disent non, il faut rien bouger, et d'autres qui essaient de militer pour cette réduction-là. En revanche, s'il y a un sujet qui fait consensus, c'est celui de la préservation de la santé humaine face à la pollution plastique, et c'est de ce sujet-là, si vous voulez, qu'on voulait s'emparer dans cette perspective de Busan à l'Office parlementaire, et que nous avons organisé donc le 17 octobre 2024 deux tables rondes. Alors il y en avait une concernée le plastique particulier, j'y reviendrai, et une seconde qui était plutôt sur la chimie, cette fois-ci sur les molécules associées au plastique, et on voulait regarder dans les deux cas quelles étaient les conséquences sur la santé humaine. Donc ces deux tables rondes ont mobilisé 10 scientifiques. Vous retrouverez la liste des scientifiques dans les documents qu'on vous a remis. Ils étaient français, ils étaient britanniques, ils étaient suédois, australiens aussi, et ils ont il y avait un autre sujet, un autre critère de qualification de leur importance, c'est que beaucoup d'entre eux font partie de la coalition internationale qui appuie par ses réflexions et ses travaux les débats du traité international. Voilà. Donc je vais désormais vous présenter les conclusions issues de cette audition publique, donc les conclusions des grands points qui nous ont été signalés par les scientifiques présents. Alors, sur la première table ronde, deux conclusions. La première table ronde, je vous rappelle, c'est le plastique particulaire, donc les micros et les nanoplastiques. Première conclusion, c'est des difficultés méthodologiques. Les scientifiques nous mettent ça en évidence. Alors, d'où ça vient? Vous imaginez bien que les tailles de ces particules sont variables, leurs formes sont variables, et ça couvre de nombreux polymères. Donc tout ça fait que ça ne simplifie pas la détection et la quantification. Et pour preuve, quand vous allez par exemple faire des mesures dans de l'eau du robinet versus de l'eau en bouteille, vous pouvez avoir des résultats significativement différents, ce qui n'aide pas à avancer. Et donc il y a quand même eu, de la part de la communauté scientifique, une normalisation de la méthode pour mesurer les microplastiques dans l'eau. Autre difficulté, c'est la quantification de ce que nous ingérons, nous humains. Alors il y avait une étude de 2019 qui avait fait un grand écho médiatique, vous vous en souvenez tous, la consommation l'équivalent d'une carte de crédit sur un pas de temps que j'ai oublié, mais je crois que c'était à l'échelle de la semaine, si je ne me trompe pas.
En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis, il y a eu d'autres investigations qui ont été faites et que les chiffres ont été revus à la baisse. Donc là aussi, on se rend compte que c'est pas évident. Donc, autre difficulté méthodologique. Et puis, il y en a également d'autres. Là, je vous parlais des microplastiques. Quand vous êtes sur les nanoplastiques, ils sont encore plus petits, donc encore plus difficiles à détecter. Et pourtant, il y a un vrai enjeu avec eux, parce que quand ils sont dans notre organisme, ils ont une faculté à rentrer dans notre circulation sanguine. Et puis, une autre difficulté qui nous a été mise en évidence, c'est quand on est sur des protocoles in vitro, où vous voulez confronter des organismes à la pollution plastique, vous trouvez facilement des polymères qui sont sphériques et en polystyrène, mais qui ne couvrent pas du tout la représentativité et la diversité des microplastiques présents dans l'environnement. Voilà les grandes difficultés qui nous mettent en évidence, et avec, encore une fois, des recherches de solutions. Alors, est-ce qu'il faut s'arrêter là et se dire, il n'y a pas de souci, on continue, on ne sait pas? Non, moi je dis qu'il faut mobiliser le principe de précaution et qu'il faut aller au-delà, et d'ailleurs les scientifiques eux-mêmes le font, et ils nous mettent en évidence un certain nombre de signaux d'alarme qui montrent que finalement la présence des plastiques particulières présente des risques pour notre santé. Alors déjà, ils nous indiquent les voies d'exposition. On respire des microplastiques, on a un sujet avec le contact cutané, et puis aussi on en ingère par l'alimentation. Une des conclusions importantes qui nous a été mise en évidence, c'est que la quantité inhalée est loin d'être quasi équivalente à la quantité ingérée. On aurait tendance à croire que tout passe par l'alimentation, nous en respirons aussi beaucoup. Ce n'est pas tout à fait les mêmes, hein. Les chercheurs nous l'ont bien précisé. Donc une fois dans notre organisme, donc ils sont au contact des poumons, du côlon, de la peau, et donc là se produit parfois un passage dans le sang, et les scientifiques nous ont dit aussi que ça pouvait aussi circuler via les nerfs, et c'est notamment sur des plastiques respirés. Et puis après, évidemment, de là découlent toutes les recherches qui ont été mises en place et qui ont démontré la présence de ces microplastiques dans de nombreux organes. Je vous citerai le placenta, les reins, les testicules, le cerveau. Donc, ils sont présents chez nous. Quelles sont les connaissances qu'on a de l'altération que ça a sur notre métabolisme, sur notre santé? Il y a trois sujets qui ont été mis en évidence lors de la table ronde. Le premier, c'est sur le microbiote. Alors, vous connaissez tous le microbiote, cet ensemble de micro-organismes hébergés dans notre système digestif qui, quand il est à l'équilibre, concourt à notre bonne santé. Eh bien, lorsqu'il y a des microplastiques, ça peut dégrader et modifier un certain nombre de ces équilibres. Ça peut modifier le métabolisme du microbiote, et on nous a signalé par exemple la production d'acides gras à chaîne courte, de butyrate, qui est essentiel à notre santé, notamment chez les enfants, et qui est perturbé par la présence de microplastiques. Ou alors c'est l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries, les bons et les mauvais micro-organismes, qui est perturbé par la présence des microplastiques. Donc tout ça fait l'objet de recherches qui restent en cours. Et là où c'est un peu compliqué parfois, c'est aussi dépendant du régime alimentaire. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas consommer le plastique, mais en fonction de ce qu'on a et du régime alimentaire qu'on a, le degré de perturbation peut être plus ou moins important. Les impacts via les respirations, ce qu'il convient de signaler, c'est que il existe un système qui permet d'éliminer les particules les plus fines qui arrivent dans nos poumons. Ça s'appelle la clairance mucociliaire. Eh bien, elle est mise à mal parfois par certains microplastiques qui arrivent à pénétrer au plus profond de notre système respiratoire et à franchir l'épithélium pour se retrouver dans le sang. Et on a également des chercheurs qui nous ont dit que parfois, par exemple sur le cas des rhinites allergiques, il y a des cas plus sévères lorsqu'il y avait des microplastiques dans le poumon. Troisième exemple va concerner le système cardiovasculaire avec la démonstration, c'est une étude scientifique récente qui porte sur 300 personnes qui ont eu à subir une chirurgie cardiaque. Et bien quand on regarde ce qu'on a pu prélever chez elles et l'intensité des désordres cardiaques qui étaient les leurs, il y a 4-5 fois plus de risque d'infarctus chez les personnes avec les taux de microplastiques les plus élevés. Voilà les grandes conclusions de la table ronde sur l'aspect particulaire. J'en arrive à la deuxième table ronde, qui elle concernait donc la chimie, je vous le rappelle, donc l'ensemble des additifs présents, des substances chimiques présentes avec les plastiques, et donc évidemment avec les microplastiques. Il y a trois conclusions là, qui sont mises en évidence par la communauté scientifique qu'on a écoutée le 17 octobre. La première, c'est une méconnaissance du très grand nombre de substances associées aux polymères. Alors de quoi parle-t-on? On parle ici des additifs, qui sont les plastifiants, les antioxydants, les retardateurs de flamme, mais on parle aussi des auxiliaires de fabrication qui sont utilisés pour la production des plastiques, et puis de substances
qui sont pas ajoutées intentionnellement, s'appellent les substances chimiques ajoutées non intentionnellement, et qui sont issues de la réaction chimique notamment. Ça peut être aussi des impuretés. Donc c'est de toutes ces substances-là dont on parle. Eh bien, figurez-vous que le nombre de ces substances-là s'élève à 16 000. Donc vous imaginez que c'est loin d'être négligeable. Lorsqu'il s'agit de les regarder par l'expérience scientifique, c'est plus compliqué de regarder 16 000 substances que quand vous en avez 3 à observer. Elles peuvent être caractérisées, leur dangerosité peut être caractérisée par 4 critères, qui sont leur persistance, leur bioaccumulation, leur mobilité et leur toxicité. Et quand on a dit les 16 000 et les 4 critères de dangerosité, on se rend compte qu'il y a 4 000 substances qui sont jugées dangereuses et 10 000 qui sont sans données de dangerosité. Donc on est en face de quelque chose qui pose véritablement question. Et si on regarde le sujet sous l'angle des substances qui sont réglementées, il n'y en a que 6% qui font l'objet d'une réglementation. Et pour ajouter un dernier élément à cette première conclusion sur cette méconnaissance très forte de toutes ces substances associées au plastique, il y a aussi un effet cheval de Troie qui lui va concerner, par exemple, je vous donne un exemple très clair pour vous situer de quoi il s'agit, c'est les macro-déchets plastiques perdus dans l'environnement qui au fur et à mesure du temps, et c'est du temps long, se fragmentent en microparticules et en nanoparticules. Et leur propriété physique fait qu'ils vont absorber un certain nombre de polluants organiques ou autres présents dans le milieu. Et donc en définitive, ils concentrent ces polluants-là. Et étant présents sur les microplastiques ingérés par des organismes, surtout le long de la chaîne alimentaire et possiblement par nous à la fin, donc vous voyez que ces substances chimiques, par cet effet cheval de Troie, arrivent à franchir des barrières qu'elles n'auraient pas franchies sans la présence des microplastiques. La deuxième conclusion qui est importante à souligner, c'est que la population est exposée aux substances chimiques associées au plastique. Alors, un certain nombre de résultats scientifiques nous ont été présentés. Le premier concerne le contact, si vous voulez, la présence dans le corps humain de molécules présentes dans des matériaux plastiques au contact des aliments. Eh bien, il y aurait 25% des 14 000 substances donc, présentes dans ces contenants au contact d'aliments qu'on va retrouver dans le corps humain. Et une autre recherche a montré que 15% de la population européenne présente des dosages sanguins au-dessus du seuil de tolérance de 4 composés perfluorés qui sont les plus fréquents et dont la toxicité est la plus reconnue. Et les scientifiques nous ont aussi montré, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là on va faire de la chimie mais assez détaillée, mais vous trouverez l'ensemble des résultats dans le document que vous avez eu. C'était une revue générale scientifique qui repose sur 52 revues synthétiques, et c'est à peu près 1,5 million d'analyses qui existent derrière. Et ils ont regardé l'impact sur la santé de 3 substances chimiques utilisées quasi exclusivement pour la fabrication des plastiques. Alors, c'est le PBDE, le BPA et le DEHP. Ce qu'il faut retenir, les grandes lignes de ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des niveaux de certitude déjà plus ou moins forts de l'impact. Dans certains cas, c'est des preuves épidémiologiques, dans d'autres cas, c'est des preuves statistiquement significatives, dans d'autres cas, c'est des corrélations. En tout cas, il faut retenir que tout au long du stade de la vie, du développement embryonnaire, du développement fœtal jusqu'aux âges adultes, eh bien, on a des perturbations du système endocrinien qui peuvent se traduire par différents désordres. Ça peut être des problèmes métaboliques, ça peut être des problèmes de diabète, des problèmes d'obésité, des pertes de capacité cognitive, et puis ça peut être aussi des malformations à la naissance, différentes chez les filles ou chez les garçons. Donc on voit bien que c'est très lié au système endocrinien. Donc voilà, donc deuxième conclusion, la population est exposée à ces molécules qui sont si peu connues. Et la troisième conclusion, c'est le coût, que tout ça a un coût sanitaire. Alors il y a une étude qui nous a été présentée, alors c'est une étude exploratoire, il ne faut pas s'arrêter uniquement là-dessus, qui cherche à chiffrer sur les 3 mêmes molécules que je vous ai citées précédemment, uniquement aux États-Unis, et sur 2 ou 3 de leurs impacts, quel coût ça représente pour la société. Eh bien, le coût a été évalué à 675 millions de dollars par an. Milliards de dollars par an, excusez-moi, je précise bien, 675 milliards de dollars par an. Donc on se rend compte que même si on a une incertitude de 30 ou 40% sur cette étude exploratoire, qui est une des premières qui se prête à cet exercice-là, on est quand même sur des montants financiers qui sont loin d'être négligeables. Tout ça est intéressant parce que finalement il bat en brèche l'idée selon laquelle le plastique est un matériau pas cher, qui ne coûte pas cher. Effectivement, sans doute pour le produire, pour le fabriquer, pour le consommateur qui l'achète, mais il a quand même un coût sociétal assez élevé via la chimie et tout ce que je viens de vous expliquer jusqu'alors, et sans compter d'autres coûts qui sont loin d'être négligeables, qui sont ceux de l'empreinte carbone
du plastique sur l'ensemble de son cycle de vie, et qui contribue fortement à la dérive climatique avec des conséquences sanitaires, et puis aussi la pollution de zones de production, de la pétrochimie, et il y a des cas très particuliers aux États-Unis. Je vous rappelle qu'on était sur une étude aux États-Unis. Et puis j'en termine avec les 9 recommandations qui sont portées suite à cette audition publique. Alors évidemment, elles sont construites sur la base de ce que nous ont dit les scientifiques, et elles sont construites aussi dans la perspective du traité international. C'est-à-dire qu'en définitive, ce travail-là, il doit nous servir à faire connaître lors de la séquence des négociations, notamment auprès des parlementaires que nous avons réunis dans une coalition internationale qui cherche à pousser le traité. Alors, très rapidement, ça rentrait dans le détail, parce qu'il faudrait là aussi une dizaine de minutes pour tout présenter. Donc déjà, c'est obtenir un traité ambitieux. Et un traité ambitieux, c'est respecter ses objectifs initiaux, ceux qui sont portés par le mandat de négociation qui a été ouvert par l'ONU en 2022, c'est-à-dire la pollution plastique, c'est la mer et la terre. La pollution plastique, c'est tout au long du cycle de vie des plastiques, de leur production à leur fin de vie. Et la pollution plastique, ce n'est pas uniquement la gestion des déchets. Ensuite, il y a le sujet de la réduction des polymères vierges. Moi, je crois qu'on peut y arriver. On considère déjà le principe même de l'économie circulaire. La réduction, le réemploi et le recyclage, ces trois leviers-là, contribuent à produire moins de polymères vierges. Et qu'ensuite, on a aussi un autre sujet, qui est celui de tous ces plastiques inutiles, à usage unique, sur lequel on a un sujet de réduction qui est loin d'être négligeable. Ensuite, la troisième préconisation consiste à renforcer les capacités des gouvernements et des scientifiques. On a vu qu'il y avait des difficultés à connaître les molécules. Espérons que les gouvernements, par l'échange de données notamment, puissent mieux connaître toutes ces molécules-là, échanger leurs connaissances entre eux, puis que la science soit mieux dotée en matière de financement pérenne sur le long terme pour porter des cohortes et pour pouvoir porter des conclusions fortes et nous aider à trouver des solutions. Il y aura 3 recommandations sur les substances chimiques. Pour faire très simple, transparence, réduction du nombre et renforcement de l'efficacité des réglementations. Une recommandation sur les ACV des plastiques qui mérite d'être complétée pour mieux connaître le prix, l'impact des coûts des pollutions plastiques pour la société, et pour aussi mieux comparer le plastique au verre, au papier, lorsque ces comparaisons doivent avoir lieu, lorsqu'il faut trouver des alternatives, parce que notamment on ne chiffre jamais les microplastiques produits par tous ces déchets abandonnés dans la nature. Voilà, c'est un peu un avantage pour le plastique par rapport à d'autres matériaux. Je ne dis pas que tous les autres matériaux sont des plus vertueux, mais des ACV plus fines permettrait de faire des meilleures comparaisons. Avant-dernière recommandation, définir des critères sur les plastiques non essentiels. Ils existent, il y en a vraiment qu'il faut éliminer parce qu'ils ne servent à rien, donc il faut vraiment trouver une solution à cela. Et puis limiter les pertes de plastique dans l'environnement. Vous avez beau être dans le meilleur système de gestion des déchets possible, le mieux organisé, le plus efficient, le sujet n'est pas que celui-là. Il y a ces quantités de plastique, ce stock qui a été produit depuis les années 50, qui est présent dans la nature et qui continue à livrer son lot de microplastiques. Donc évitons, on a déjà ce stock, évitons d'avoir un flux supplémentaire. Et puis c'est aussi le sujet des granules de plastique industriel qui se retrouvent dans l'environnement. Voilà, j'avais dit que je tiendrais 15 minutes, j'ai tenu 17. Il faudrait laisser la place aux questions, c'est important, donc j'arrête là. C'est à vous maintenant. J'ai assez parlé. Bonjour, Victor Rogueken, journaliste à Contexte. J'ai juste 2 questions. Pourquoi ne pas carrément recommander d'interdire la production de polymères vierges, enfin, vu l'état un peu saisissant que vous avez décrit? J'ai pas compris à quoi étaient dus les 675 milliards de coûts complets. Alors oui, je voulais vous répondre. Alors déjà, les 675 milliards, c'est les 3 molécules dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc je peux vous redonner le nom. Excusez-moi, je reprends mes notes. Alors, ces 3 molécules qui sont, c'est ici, c'est la page suivante, qui sont le PBDE, qui est un retardateur de flamme, le biphénol A et le DEHP, qui est un plastifiant. D'accord, ces 3 molécules-là, uniquement. Alors pourquoi les États-Unis? Parce que c'était un pays où il y avait des données, des datas qui permettaient de mener l'étude. Donc c'est pour cela, l'aire géographique est celle-là, les 3 molécules, et 2 ou 3 effets de ces molécules-là, sur les décès, sur un certain nombre de maladies. Donc vous voyez, le périmètre est très réduit. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir, en fonction des maladies, du traitement de ces maladies, des décès. Alors il y a aussi des calculs
alors ça s'appelle le prix de la vie statistique, je crois. Donc ils ont fait des calculs assez approfondis pour arriver à cette valeur-là. Ok, mais c'est une démarche exploratoire qui nécessitera d'être complétée. J'insiste beaucoup là-dessus. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis. D'accord. Et sur 3 substances, alors qu'on nous a dit qu'il y en avait 16 000. Bon. Et l'autre partie, pourquoi ne pas tout interdire? Eh bien, parce qu'il y a quand même des plastiques qui sont utiles. Quand vous avez des plastiques qui sont dans les satellites pour observer la Terre, quand vous avez des satellites qui permettent à des véhicules d'émettre moins de CO2, à produire des énergies renouvelables, à mieux isoler nos bâtiments, à nous soigner, à avoir une production agricole qui peut éviter l'utilisation d'intrants chimiques, les autres exemples sont nombreux, d'avoir des protections contre les crues, avec des objets plastiques qui permettent de faire des barrières aux inondations. Donc cela, on ne va pas leur reprocher quoi que ce soit, surtout que ce n'est pas cela qu'on retrouve dans l'environnement. On a ce sujet quand même de l'usage unique, de la durée de vie courte, de l'emballage qui représente, je vous l'ai dit, 32% et qui présente un certain nombre d'inconvénients, aussi des avantages. Mais voilà, c'est là-dessus qu'il faut agir, et donc je ne pense pas qu'on puisse tout interdire, mais qu'on puisse rationaliser ce qui est utile de ce qui ne l'est pas, et dans ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, il n'y a pas les mêmes quantités qui sont produites, et là, vous regardez qu'est-ce qu'on peut réduire. Donc c'est vraiment une approche, c'est pas aussi simple que ça, on ne va pas arriver en disant c'est tant de pourcents, mais vous avez compris qu'il faut construire cette approche-là, et qu'on peut s'épargner vraiment un certain nombre de productions inutiles. Surtout qu'en plus on a l'économie circulaire, j'insiste vraiment là-dessus, la réduction, le réemploi et le recyclage qui évitent de faire du vierge. Sinon ça veut dire que quand on nous dit recyclage et réemploi, ils ne tiennent pas leurs promesses. Bonjour, Capucine Dupuis, je suis scénariste de bande dessinée sur l'environnement, dont le plastique. Ma question, elle porte sur le domaine de la santé et au vu de la forte proportion de toxicité qu'on a repérée dans les additifs, les charges, etc. Est-ce qu'on est serein par rapport au fait que dans les hôpitaux, l'environnement est essentiellement constitué de plastique et que le plastique vient au contact de sphères intimes des patients? Est-ce que des études ont été poussées là-dessus? C'est pas un sujet qui a été spécifiquement regardé lors de l'audition publique, mais il existe des recherches sur le sujet qui évoquent effectivement la présence un certain nombre des substances que je vous ai évoquées tout à l'heure dans des dispositifs médicaux. Mais là, je pense que ça ouvre vraiment la question du coût-bénéfice. C'est-à-dire que sauver une vie avec une poche de sang, oui, possiblement, il peut y avoir une substance qui peut migrer dans l'organisme et avoir poser un certain nombre de questions pour la personne qui reçoit ce sang perfusé. Vous voyez, ça ouvre quand même, ou alors on fait rien et la personne, sans la poche de sang et sans la perfusion, elle décède. Donc on a vraiment une notion de coût-bénéfice qui rejoint aussi la question de l'utilité. C'est-à-dire que parfois, le coût-bénéfice sur certains emballages que vous avez vu à votre domicile, vous vous rendez compte qu'effectivement, ça ne sert absolument à rien. Donc là, on sort un peu du cadre de ce qui a été dit lors de notre audition publique, parce que ça n'a pas véritablement... Ça a été l'objet du débat et des questions qui ont été portées, parce que finalement, c'est arrivé dans l'esprit et dans la réflexion au regard de ce que les chercheurs nous ont dit. Mais il faut aussi positionner l'utilisage des plastiques et leur dangerosité pour certains au regard du coût de bénéfice de ce qu'ils apportent dans leur utilisation. C'est exactement ma question, et du coup, voilà... Plus le plastique est en contact avec des personnes qui sont fragiles et quand on connaît la toxicité, est-ce qu'on a quand même étudié de plus près ces interactions-là? Oui, alors encore une fois, on n'a pas évoqué, donc c'est difficile de vous dire ce que les chercheurs en pensent en termes de présentation des conclusions, mais ce que je crois, ce qui se passe, c'est-à-dire que comme ces recherches ont lieu, on voit effectivement qu'il y a un sujet, donc j'imagine qu'on essaie de faire mieux. Et qu'en attendant d'avoir mieux, on a un coût-bénéfice qui est, il faut quand même utiliser ces dispositifs médicaux pour soigner et sauver des vies, quoi. Est-ce que vous pouvez développer sur la partie de comparaison Est-ce que vous pouvez développer, sur la partie de comparaison avec les autres substances, justement, papier notamment. Enfin, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir des meilleurs ACV pour les plastiques pour pouvoir mieux comparer. Ça, c'est la recommandation sur les ACV. Oui, aujourd'hui, l'ACV du plastique ne tient pas compte d'une des dimensions qui est la suivante, c'est-à-dire que lorsqu'on abandonne des objets plastiques dans la nature, et encore une fois, il y en a qui ont été abandonnés depuis 1950,
qui forment un stock de micropolluants qui arrivent au fur et à mesure du temps qui passe. Donc c'est intégrer cette dimension des microplastiques, et c'est aussi intégrer ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des coûts induits. Le plastique, la matière ne coûte pas cher à produire, elle ne coûte pas cher aux consommateurs, mais si à l'intérieur on a des additifs qui posent des problèmes de santé publique, qu'il faut corriger, que la société doit corriger et qui coûtent très cher, c'est important de l'intégrer dans une ACV pour pouvoir comparer le plastique à d'autres matériaux, pour pouvoir avoir au moins une idée de quels sont ses impacts négatifs, quoi. Ça veut dire restructurer le concept même de l'ACV? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ces débats, ils ont déjà eu lieu. Je me souviens avoir participé à un certain nombre une réunion sur du SRP, du syndicat des régénérateurs de plastique, où ils avaient fait une journée justement dédiée aux ACV. En fait, non, c'est juste avoir la data qui va bien pour l'intégrer dans l'ACV, pour ajouter une dimension. On n'est pas obligé de remettre tout le système à plat, quoi. On enrichit l'ACV d'un nouvel angle d'observation. Je ne suis pas un spécialiste d'ACV, mais c'est comme ça que il me semble que ça relève du domaine du possible. Bonjour, Florent Tarois pour le Média Youmatter. J'aimerais bien que vous reveniez sur la notion de dangerosité versus risque. Oui. C'est quoi la différence? Et est-ce que là, dans ce cas-là, on parle de liste noire, liste blanche? Est-ce que c'est un sujet qui a été traité, qui a été évoqué? Alors, le risque, vous savez, c'est le croisement de l'exposition et du danger. Et la dangerosité, elle a été définie par 4 critères, qui sont un critère de... Attendez, je vais vous les retrouver, ça me permet de vous les donner dans le bon ordre et éviter de vous dire des bêtises. Voilà. Pardon, excusez-moi, je vais... Et c'est là. Alors, les 4 critères, c'est la persistance de la molécule, sa bioaccumulation, c'est-à-dire à partir du moment où elle est rentrée dans un organisme, elle va y rester longtemps et s'accumuler. La mobilité, c'est sa capacité à migrer dans le milieu, dans l'eau, dans l'air. Et la toxicité, c'est son caractère problématique pour la santé, quoi. Donc il y a soit la façon de regarder le croisement exposition-danger, soit regarder ces choses-là. Et donc les chercheurs présents et qui nous ont présenté leurs travaux recommandaient plutôt cette approche-là pour aller plus loin. Alors vous avez une deuxième partie dans votre question. Oui, alors ça par contre c'est les décisions à prendre qui relèvent. Alors déjà il faut faire la transition pour dire c'est plutôt les nouveaux critères à prendre en compte. Ça c'est des décisions qui sont aussi politiques et internationales. Et puis après, lorsque la décision a été prise, c'est à la fois la communauté scientifique, les décisions politiques qui permettent de savoir si on fait une liste blanche, une liste noire. En tout cas, ce qu'on dit dans parmi les recommandations sur renforcer l'efficacité des réglementations, c'est que sur les fameuses 10 000 substances qui sont un peu dans l'angle mort, il faut s'attaquer à mieux les connaître. Donc voilà, donc là... c'est une liste de substances existantes qu'il faut mieux connaître pour savoir si justement il faut les mettre dans une liste blanche ou noire, quoi. Il y a peut-être des questions en ligne aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche. Bonjour, Mireille Perronnet, journaliste médicale indépendante. Vous parliez d'une coalition parlementaire internationale, je crois que vous avez montée. Et je voulais savoir si, en fin de compte, à travers ça, vous avez des retours d'expérience de ce qui s'est fait ailleurs, dont chacun pourrait se nourrir. Et aussi, lorsque vous avez interviewé les différents scientifiques, il y en avait de tous bords, hein. Est-ce qu'eux, ils ont une manière de gérer le problème différente qu'en France et dont on pourrait se nourrir? Alors, la coalition, c'est justement son objectif. Donc aujourd'hui, cette coalition, elle est composée de 26 parlementaires, 15 pays différents, et si vous voulez, si on regarde les populations que représentent ces parlementaires, ça fait 2,3 milliards d'habitants. Donc ça commence à faire quelque chose qui est un peu significatif. Et justement, on essaie de croiser entre nous nos regards, et la note en question, la note de synthèse et le résumé de cette audition publique, je vais l'adresser à l'ensemble des parlementaires de la coalition en suscitant chez eux l'idée qu'eux-mêmes aillent rencontrer dans leur pays les scientifiques pour aller regarder les sujets, ce qui répond à la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire la diversité des enjeux et des contextes. Parce qu'en définitive, les préoccupations liées
aux pollutions plastiques en France ne sont pas évidemment les mêmes que celles d'un pays asiatique qui va recevoir un afflux de déchets plastiques venant de l'ensemble de la planète, ou d'un autre pays avec d'autres considérations, d'autres budgétaires, d'ordre social, d'ordre économique. Donc on représente à peu près une grande diversité de situations différentes, et par ces échanges de nos travaux sur la pollution plastique, ça nous permet de voir la diversité des situations et de rester, d'avoir une forme d'humilité, si vous voulez. C'est-à-dire qu'une conclusion qui paraît robuste et générale en France, elle n'est pas nécessairement adaptée à notre pays. Donc ça permet de croiser, et ça permet finalement de produire de l'expertise supplémentaire auprès des parlementaires pour que chacun puisse pousser au vote du traité. On serait ravis, les 25 en question, d'avoir à le ratifier un jour dans nos parlements. Merci. Quel message principal avec ces résultats vous pouvez adresser aux négociateurs, enfin à Busan? Et est-ce que le message principal, c'est qu'il faut continuer les recherches et qu'on a encore trop peu de données? Est-ce qu'il y a quand même est-ce qu'il y a autre chose que les signaux d'alerte en quelque sorte? Mais les chercheurs nous disent, ils commencent par ça, hein, et vous avez vu, j'ai commencé aussi par ça dans la présentation, c'est de dire il y a des limites méthodologiques. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Je vous ai dit, il y avait un exemple d'une normalisation AFNOR qui a été mise en place, donc ils essaient de lever et d'améliorer la méthodologie. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Le message principal, c'est de dire il y a beaucoup de sujets avec la pollution plastique, la réduction de la quantité de polymères vierges produites, le recyclage, le financement des pays qui nécessitent d'avoir un accompagnement. Les sujets sont multiples. Mais et à chaque fois, il y a peut-être des lignes de fracture entre ceux qui pensent qu'il faut faire les choses ou pas. Et en tout cas, il y a un sujet sur lequel il n'y a pas de ligne de fracture. On l'avait déjà vu un peu naître au moment de l'INC2 à Paris. C'est celui de la préservation de la santé humaine vis-à-vis de la pollution plastique. Voilà. Donc ça, le sujet, pour moi, pour répondre à votre question le plus précisément possible, c'est de dire oui, aujourd'hui, il y a encore des angles morts. C'est pas parce qu'il y a des angles morts qu'il faut s'arrêter. Moi, je dis qu'il faut mobiliser le principe de précaution, continuer à chercher, continuer à regarder. Et ça, on voit bien quand on regarde la courbe du nombre de publications faites sur le sujet chaque année. On voit que là aussi, on a une courbe avec une augmentation très forte. Donc ça, c'est très bien. Mais c'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'il faut rien faire. Et donc, il faut continuer à réfléchir au moment du traité international et considérer qu'il y a derrière tous les sujets qui seront abordés ce sujet de la santé publique qui est important et qui lui fait plutôt consensus, quoi. Voilà. Donc on ne sait pas tout, mais pour autant on ne va pas dire que ne sachant pas tout on laisse tomber et on attendra de voir les dégâts arriver pour agir, quoi. Juste une question supplémentaire, merci. Sur cette incertitude scientifique, l'exemple de la carte plastique ingérée par semaine, je la trouve assez parlante. Vous ne craignez pas qu'elle soit instrumentalisée dans la négo pour fabriquer du doute précisément? Ma deuxième question, c'était sur les 26 parlementaires de 15 pays. Je voulais savoir s'il y avait des pays producteurs de polymères parmi ces 15-là. Merci. Des gros producteurs. Il y a des producteurs de polymères, mais peut-être pas des gros. Je pense que l'Inde doit produire des polymères, je suis à peu près certain. L'Égypte ne produit pas de polymères, mais elle produit la matière première pour les polymères. Et il y a le Nigeria qui produit aussi de la matière première pour les polymères. Alors vous voyez, on n'a peut-être pas les plus gros, on n'a pas les plus gros représentent les pays qui représentent le plus la pétrochimie, mais on a des pays pétroliers, c'est certain. Et l'instrumentalisation, toute donnée, quelle qu'elle soit, positive ou négative, peut être instrumentalisée par quelqu'un d'autre pour en dire autre chose que ce pourquoi elle a été faite, quoi. Donc, ouais, ça peut arriver. Alors, une question en ligne de Madame Albassini. Est-ce que vous pouvez revenir sur le traité international et quelles sont les perspectives d'une adoption? Alors, le traité international, les grandes lignes de ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'à la sortie de Paris, alors excusez-moi parce que j'ai souvent parlé INC2, INC3, etc. C'est quoi les INC? C'est les comités de négociation intergouvernementaux, donc CNI en français et INC en anglais. Il y en a eu 5, c'est le mandat de négociation de l'ONU en mars 2022 qu'il avait prévu. Il y a eu Punta del Este en décembre 2022, Paris en mai, alors c'est à un mois près, je peux me tromper. On va raisonner en saison, donc au printemps 2023. Ensuite, il y a eu Nairobi à l'hiver 2023. Ottawa au printemps 2024 et donc Busan à l'hiver 2024. Donc ça, c'était programmé dès le départ, c'était le calendrier.
À la sortie de Paris, l'INC2, il y avait été produit un draft 0, c'est-à-dire un premier texte sur lequel l'ensemble des parties s'accordaient pour dire voilà ce qu'il faut mettre dans le traité. Ensuite, la procédure de négociation de ces traités internationaux, c'est-à-dire que les contributeurs, vous savez, en France, au Parlement, au Sénat et à l'Assemblée, on porte des amendements, là-bas, ils mettent ce qu'ils appellent des crochets, des brackets en anglais, et donc ils mettent entre crochets ce qui leur plaît pas, ou ils rajoutent quelque chose, ils le mettent entre crochets. Donc tout ça a évolué. Sortie de Paris, on avait un texte version 0, on a eu Nairobi, on a eu Ottawa, donc 2 séquences de négociation, 2 semaines de débat, et à la fin de ces 2 semaines-là, on a 3700 crochets. Donc ça veut dire, vous imaginez un texte où il y a 3700 occurrences qu'il faut peut-être enlever ou peut-être ajouter. Donc ça veut dire que ça devient illisible. Et donc c'était un peu compliqué. Et partant de là, le président de l'INC, qui s'appelle Luis Vallas, a mis en place ce qu'on appelle un non-paper, c'est-à-dire qu'il a produit un texte, martyr, pour essayer de sortir de cette impasse-là, pour qu'on recommence les négociations. Voilà. Tout le débat sera, est-ce que ce sera accepté par les parties prenantes, etc. Mais ça fait partie de l'objet des négociations, quoi. On a une idée là-dessus déjà ? Ah ben ça, on y verra plus clair à partir du 25, dans les premières heures. Hein. Je ne sais pas comment. Alors aujourd'hui, il y a des commentaires sur le non-paper. Il y a des gens qui, par exemple, vous disent dans le non-paper, on ne trouve pas d'objectif de réduction. C'est peut-être une stratégie. Enfin, je ne sais pas si ça y est pas. Ça veut dire qu'il y en a forcément qui diront vous n'avez pas mis dans le non-paper les objectifs de réduction. C'est-à-dire que ça porte le sujet au débat. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça dépend comment on se positionne. Mais ce sont bien les négociateurs qui, a priori, dès le début des négociations, vont décider de la base de travail. Et on est bien d'accord. Voilà. Donc dès le lundi 25, à suivre de comment ils réagissent à ce non-paper, comment tout ça va prendre forme. Ça, je ne peux pas vous dire. Hein. En toute humilité, je ne sais pas, quoi. Alors il y a une autre question de France Télé. Les dégâts ne sont-ils pas déjà là ? N'y a-t-il pas urgence à réglementer ? Les dégâts sont déjà là, oui, effectivement. Autant sur la santé humaine, comme je vous l'ai dit, les chercheurs nous disent qu'il y a besoin encore d'en savoir plus. Autant sur la biodiversité, il y a des choses qui sont bien mieux connues. Après, la réglementation, elle a déjà eu lieu. Considérons en France, on ne fait pas partie des derniers. Alors on a cette fameuse loi qui fait tant parler d'elle, la loi AGEC, qui avait servi à réglementer un certain nombre de choses. Il y a eu la loi climat-énergie. On voit qu'il y a encore des initiatives aujourd'hui parlementaires en disant il faut se poser la question des bouteilles plastiques de petits contenants. Enfin voilà, c'est un sujet qui revient régulièrement. Là, je vous parle de la France. En Europe, il y a eu PPWR, il y a eu Single Use Plastic. Enfin voilà, il y a d'autres réglementations. Et puis il en existe dans d'autres pays. Je me rends compte au travers de la coalition parlementaire qu'au Canada, il ne reste pas sans rien faire. Qu'aux États-Unis, en Californie, il y avait un représentant un membre de la Chambre des représentants qui avait porté un texte. J'avais moi-même rencontré un sénateur de Rhode Island, Sheldon Whitehouse, qui avait porté un texte. Enfin voilà, le sujet existe, les impacts sont plus ou moins connus selon ceux qu'on considère, mais la réglementation avance et c'est pas un sujet qui laisse indifférents les parlements, les politiques, les chercheurs et les entreprises elles-mêmes aussi d'ailleurs, quoi. Et les ONG. Vous avez parlé des différentes voies. Est-ce qu'il y a des travaux qui se sont occupés de la transmission mère-enfant ? Sans doute. Là, on rentre dans des... oui, je pense, parce que quand vous regardez dans le document, je vais vous dire à quelle page ça se situe. Hop, il est là. Quand vous regardez dans le document à la page... Alors, il faut aller sur la partie chimie, donc on est déjà à la page 4. Et quand vous regardez voilà, c'est à la page 4, la deuxième colonne. Tout en bas, on vous explique, donc il y a eu cette revue générale qui a été effectuée avec 1000 méta-analyses, 52 revues systématiques représentant l'équivalent de 1,5 million de données. Et là, on se rend compte que dans les conséquences de ces 3 substances qui sont le BPA, le DEHP et puis le PBDE, il y a des conséquences qui sont de l'ordre des malformations génitales. Chez les filles et chez les garçons, c'est pas la même molécule à la naissance. Donc ça veut dire qu'il y a bien eu quelque chose qui s'est passé dans le cadre de l'exposition fétale à la molécule. Voilà. Donc après, voilà, il faudrait... Mais dans les conclusions de... J'espère que je dis pas de bêtises. Dans les conclusions du rapport, on a mis les références de ces études-là. Donc vous pourrez après avoir le loisir d'aller regarder plus précisément les mécanismes en jeu, quoi. Qu'on ne pouvait pas mettre dans une synthèse, que sinon rentrer dans des détails de biochimie, de chimie et de physique qui faisaient que ça devenait un peu indigeste. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne ?
Non, il n'y en a pas, donc vous pouvez y aller. Sur les voies d'exposition, j'ai pas bien compris ce que vous avez dit. Elles sont plus par les voies. Pardon. Non, mais c'est plus par voie respiratoire, c'est ça, que par Non, voie. il y a le cutané, la respiration et l'alimentation. J'aurais eu tendance à croire, personnellement, que l'alimentation était. Mais je pense pas que j'étais le seul à le croire, parce que le scientifique qui nous a présenté l'exposition par voie respiratoire nous a dit que c'était loin d'être négligeable par rapport à l'alimentation. Donc si elle a pris soin de nous préciser ça, c'est que je pense qu'on doit être nombreux à croire que c'est uniquement l'alimentation, mais c'est aussi la respiration. Alors c'est pas les mêmes, hein, on est bien d'accord que c'est pas exactement les mêmes origines des microplastiques qu'on ingère par l'alimentation que qu'on respire. Respiration, on sait que c'est notamment tout ce qui est fibres synthétiques des vêtements, quoi. Attendez, je crois que vous preniez le... Une petite question par rapport au contenant alimentaire. C'est aussi un peu révélateur de ce que vous avez dit. On n'imaginait pas cet impact, en fin de compte, des contenants alimentaires. Et ça doit être je crois que ça doit être des propos qui nous ont été rapportés. J'espère ne pas me tromper, mais en tout cas, c'était un des 10 qui était présent, ça c'est certain. Mais ça doit être Martine Wagner qui a fait le... Megan Dinney, voilà, qui est une scientifique anglaise de la London School. Voilà, c'est elle qui a regardé ce sujet-là. Après, si vous voulez avoir le détail de tout ça, vous avez... Ça, c'est par rapport à la loi, en fin de compte, par exemple la loi AGEC ou la loi Egalim qu'on a en France, où on essaye justement de réduire les contenants alimentaires en plastique. Oui. Donc voilà, c'est quelque chose qui renforce cette idée de... Alors oui, mais pas avec la même logique de réflexion. C'est-à-dire que là, on est sur une logique chimique. C'est-à-dire que dans ces contenants-là, il peut y avoir un certain nombre de matières actives dont beaucoup ne sont pas connues, et c'est au contact d'aliments, et quand on regarde ce qu'on retrouve dans les humains, on a une corrélation. Donc ça, c'est la logique chimique. AGEC, c'était la logique gaspillage et déchets. Donc quand, par exemple, les emballages de fruits et légumes, c'était plutôt une problématique d'éviter de produire des déchets, quoi. Pas d'autres questions en ligne, donc c'est que tout est clair ou pas du tout, on ne sait pas. En tout cas, merci à vous pour l'intérêt que vous portez encore une fois aux travaux de l'office parlementaire, qui est un office précieux pour nos deux parlements, parce qu'on est 18 sénateurs et 18 députés à travailler sur ces questions scientifiques et technologiques, et il n'est jamais inutile d'éclairer les réflexions législatives sous l'angle de la science, parce que ça permet déjà de mieux comprendre les enjeux. Et voilà, dans un monde de raccourcis et de fake news, le recours à la science est utile. Donc merci pour l'intérêt que vous portez aux travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Merci.